Josée Legault, Émilie Nicolas, Christian Dufour, bonsoir. 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 On va commencer avec les médecins. Je vous fais entendre chronologiquement M. Legault ce matin qui dit, écoutez, on les attend depuis 2 mois, qu'ils viennent négocier, etc. Assez, c'est assez. Puis vous allez entendre Mme Duranceau avec, non pas, on en parlait hier, vous étiez à l'écoute de l'arbitrage. Dr Ammiot disait c'est la seule solution, mais là, on est dans la médiation. On écoute tout ça, puis on revient. Tous les gouvernements, là, que ce soit les gouvernements libéraux ou péquistes, sont toujours pliés, sont toujours mis à genoux devant ces 2 syndicats puissants. Nous, on dit, là, il est temps que, comme dans d'autres provinces, d'autres États, qu'une partie de leur salaire soit fonction de la prise en charge. Vous nous avez fait perdre tout l'été. Tout l'été, les 2 syndicats de médecins ont refusé de venir négocier. Là, il est temps qu'ils viennent négocier. À un moment donné, assez, c'est assez. Merci. Malgré la bonne volonté des 2 parties, c'est une négociation qui est difficile. Donc, dans ce contexte-là, ce que j'ai demandé aux fédérations, c'est de considérer entrer dans un processus de médiation avec nous. J'ai aussi demandé que dans ce contexte-là, dans le contexte d'un processus de médiation, que tous les moyens de pression, autant relativement aux étudiants qu'aux patients, que tous ces moyens de pression-là soient mis sur pause le temps que les discussions courent entre les 2 parties. Merci beaucoup. Non, c'est accepté. Merci on beaucoup. attend leur réponse. Merci. Merci beaucoup. Alors, on attend leurs réponses. On les a montrées. Une des 2 réponses, la Fédération des médecins généralistes qui a dit on étudie ça, et l'autre qui a dit ça dépend, on veut que la loi soit retirée. Alors, on verra si le gouvernement propose une négociation suivie d'une médiation, OK, puis un arbitrage, mais ça suppose l'abandon du projet de loi 106. Il n'y démorde pas. Josée Legault, tour de table, là, parce qu'il faut que ça se règle. Là. Pour le monde là, qui nous écoute, là, à un moment donné, il faut que ça se règle. Oui, vous savez, il y a un vieux proverbe africain qui dit que lorsque 2 éléphants se battent, c'est le gazon qui écope et le gazon, c'est nous, ce sont les patients. Et là, évidemment, les 2 éléphants, c'est le gouvernement et les 2 fédérations de médecins. Cela étant dit, je pense qu'on assiste aussi en même temps à une espèce de spectacle là, du genre bon cop, bad cop, là, avec le premier ministre qui, lui, bombe le torse, utilise vraiment une rhétorique, là, oh, les autres gouvernements se sont mis à genoux, puis nous, on va se tenir debout, etc. Et le bon cop, Christian Dubé, qui arrive maintenant avec la nouvelle présidente du Conseil du Trésor. Oups, tout à coup, après avoir quand même reculé sur le 25 de la rémunération liée à la performance qui a baissé à 15 d'autres concessions, là, oups, tout à coup, là, on parle de médiation plutôt qu'un arbitrage tel que proposé par la FMOQ. Donc, je sais pas. Moi, j'ai un gros malaise face à tout ça. Là. J'ai l'impression qu'il y a énormément de politique là-dedans. Évidemment, vous allez me dire c'est un gouvernement, c'est normal. Non, mais des 2 côtés, Josée. Oui, mais je pense que les 2 aussi ont peut-être conscience, mais là, OK, j'espère qu'ils ont conscience du fait que s'ils ne s'entendent pas, ce sont les patients qui vont ramasser les pots cassés, puis que les patients du Québec ramassent trop de pots cassés depuis trop d'années dans ce système-là complètement dysfonctionnel pour qu'on puisse leur en ajouter encore entre les mains. Là. Il faut faire très attention parce que la patience des Québécois, là, elle est à bout. Là. Oui. Mais, Émilie Nicolas, est-ce que la responsabilité, je reviens à la charge, là, est-ce que la responsabilité n'est pas partagée? Là? Les fédérations de médecins ont aussi des éléments qui posent problème aux yeux du gouvernement, aux yeux de certains experts. Prenons simplement les généralistes là, sur les plages horaires, etc. Est-ce qu'on n'y n'œuvrait pas les 2 parties s'enfermer? Puis là, arrêtez de nous parler pendant 10 jours, Émilie. En théorie, oui. En pratique, c'est compliqué quand on a un projet de loi qui, à la base, a été mal rédigé. Vous savez, quand les gens sont entêtés à refuser quelque chose du gouvernement, ça se peut que c'est parce que le gouvernement a eu une mauvaise idée. Ça se peut que cette réforme-là, de base, elle ait été mal pensée et que là, à force d'entêtement, on est rendu à bout de souffle et on dit, mais là, entendez-vous, mais qu'en fait, on est dans une saga qui dure depuis des mois de base parce que le trajet avait été mal entamé. Je veux juste insister ou remarquer le vocabulaire que François Legault emploie, je le trouve vraiment intéressant. On vient de parler justement de la Fédération des médecins omnipraticiens. Quand François Legault dit « ce sont des syndicats »,
ce n'est pas anodin. François Legault sait très bien qu'une fédération de médecins, ce n'est pas un syndicat, que les médecins ne sont pas des employés. Et lorsque François Legault dit on est tanné des syndicats et qu'il est en train de parler des médecins, il est en train d'employer le mot syndicat de manière négative en les associant à des personnes très, très privilégiées au niveau de l'emploi, au niveau du salaire, et de faire avec ça du millage pour ces autres projets qui vont s'attaquer véritablement aux syndicats. Donc, je m'attends à ce qu'un homme de l'intelligence et de l'expérience de François Legault sait très bien que les fédérations de médecins ne sont pas des syndicats. Et lorsque le premier ministre du Québec décide d'utiliser le mot syndicat pour parler d'eux, il y a quelque chose politiquement en arrière de ça. Et j'ai trouvé ça fascinant que ce soit ça le vocabulaire utilisé par le premier ministre aujourd'hui. Mais cela étant dit rapidement, M. Legault utilise le mot syndicat à propos des deux fédérations depuis des années. Oui, c'est ça. C'est depuis des années, puis il le fait volontairement. Depuis qu'il était ministre de la Santé. Ouais. Mais je vous entends les deux. Mais écoutons Christian. Parce que dans votre esprit, le gouvernement a à peu près tout faux. Là. La démarche n'est pas la bonne avec le projet de loi, tout ça. Et les médecins sont en bon droit de dire, donner une augmentation. On ne touche pas au mécanisme de comment on les paie. Christian, je vous entends. Bien, moi, je n'ai pas cette vision-là du tout. Je pense que les torts sont partagés et je trouve que si j'avais vraiment à identifier la partie là, qui est plus fautive, c'est vraiment les médecins. M. Legault a raison de rappeler que dans le passé, tous les gouvernements se sont couchés devant les médecins. C'est un combat de titans auquel on assiste actuellement. C'est en fin de mandat pour le gouvernement Legault. Bon, ils n'ont rien à perdre, au fond. Ils sont tellement pas populaires qu'ils peuvent essayer de régler ça. Ils font des mouvements, ils bougent. Puis un point fondamental, c'est que dans ce dossier-là, la plupart des observateurs là, qui connaissent ça estiment que les médecins sont très privilégiés. Puis au fil d'arrivée, il va falloir qu'ils cèdent quelque chose. C'est pas facile de céder quelque chose. Quand on est puissant, ce sont des droits acquis, ce sont des privilèges. Et moi, je dois dire que là-dedans, je suis pas sur la même longueur d'onde que mes deux collègues. Là. Moi, ma sympathie va plus du côté du gouvernement. C'est un combat qui est fondamental. Le gouvernement, c'est pas parfait, on peut critiquer, je prétends pas connaître le dossier dans les détails, mais je trouve que le gouvernement a bougé, encore aujourd'hui, il a bougé avec la médiation, et je trouve que de dire que c'est le gouvernement qui a tous les torts, je n'embarque pas du tout là-dedans. François Legault a raison. C'est le premier gouvernement qui se tient debout face à ces deux syndicats ou regroupements, je m'en fous, là, de médecins qui sont très puissants. Il ne faut pas être naïf à l'égard des médecins, ce sont des super privilégiés. Oui, mais je m'excuse, je pense pas que tout à l'heure j'ai fait une analyse binaire comme ça, bien au contraire. Là. Non, mais je disais pas ça de vous. Non, mais quand même, c'est que il faut aussi rappeler que le premier politicien au Québec qui, pour reprendre la rhétorique de Christian, s'est couché, ça a été François Legault quand il était ministre de la Santé et qu'il a décrété à l'époque, il a lancé que là, il fallait commencer un vaste rattrapage pour la rémunération des médecins. Et c'est la ruée vers l'or depuis ce temps-là sous tous les gouvernements. Donc, et ça, M. Legault ne le rappelle pas, par contre. Oui. Mais Émilie, dernière intervention d'Émilie, après on va passer à l'autre sujet, mais oui. Émilie, la ruée vers l'or a eu lieu quand même. Il y a eu un rattrapage énorme, là, on le sait, il y a 12 ans. Et là, on ne va pas refaire les débats avec l'étude des HEC, mais ça montre que malgré l'argent sur la table qu'on a ajouté, il n'y a pas eu une augmentation proportionnelle des services et même il y a eu une diminution des services alors qu'on augmentait. C'est là la source du problème. Écoutez, je pense que les gens qui suivent mon travail un peu partout savent que je ne suis pas la femme qui a fait sa réputation en défendre les privilégiés et les riches. Moi non plus. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas, en tout respect, Christian. L'analyse de la situation que je suis en train de faire se situe ailleurs. Le problème qu'on a fait avec les médecins, c'est justement penser que c'était une question d'argent. Donc, on a pitché de l'argent, on n'a pas réglé le problème parce que le problème est une question d'organisation du travail. Et donc là, on se trouve à avoir des médecins surpayés. Mais vous savez, il existe des gens très, très bien payés dans la vie qui quittent leur emploi parce que leur emploi, à un moment donné, même si on est bien payé, si on n'a pas des conditions de travail qui font du sens, les gens se fatiguent quand même. Et ce qui se passe, c'est que les gens, si on règle ça en enfonçant une entente dans la gorge des médecins, c'est le ministre de la Santé lui-même qui ne veut pas empêcher les médecins de se désaffilier de la RAMQ. Donc, les médecins vont se désaffilier de la RAMQ et on va avoir renfloué les coffres de la médecine privée au Québec. C'est ça qui va se passer. Est-ce que je pourrais juste terminer en disant que... 20 secondes, parce que je veux parler de... Est-ce que je pourrais juste rappeler que dans ce dossier-là, la critique est très, très, très facile. Arriver à des résultats est beaucoup plus difficile. OK. Monsieur Lotfi.
Je change de sujet, vous avez compris. On va y revenir aux médecins, c'est inévitable. Groupe Dynamite, Royal Mante, etc., qui, on va l'écouter, c'était il y a quelques semaines avec Gérald Filion, mais il va parler à Gérald, puis il nous parle au téléjournal. Mais là, il dit là, j'en peux plus des mesures sur l'immigration, c'est trop contraignant, on écoute pour vous. Écoute, s'il n'y a rien qui change, je te dirais la réponse est non. On ne restera plus au Québec. 85 des revenus, c'est dans des marchés anglophones. Pour être en mesure de franchir ces marchés-là, ça prend des gens de compétences de ces marchés-là qui veulent déménager à Montréal. Peut-être l'Office de la langue française ne sera pas trop content avec ça, mais on parle anglais, je te dirais, la moitié du temps au bureau chef, mais c'est la vraie vie. Moi, ce que je dis, c'est que nos politiques migratoires, on les fait dans le respect de la capacité d'accueil au Québec, qui a été clairement dépassée dans les dernières années. On continue d'accueillir des nouveaux talents. Il ne faut pas se méprendre sur nos intentions. Les critiques, ça fait partie du métier. Ils sont légitimes, on les entend. Si je suis ouvert à rencontrer M. Lofty. Le message de nos entrepreneurs au Québec, c'est qu'ils ont de la misère en ce moment à avoir une oreille attentive du gouvernement Legault. Venir menacer de quitter la nation qui nous a permis de réussir, ça tient du caprice dans le contexte. M. Lotfi dit « J'ai le tiers de mes cadres, par exemple, qui sont sous un statut de travailleurs temporaires et leurs permis vont être échus bientôt. Je ne peux pas organiser mon avenir comme ça. » Alors, ces menaces, qu'en pensez-vous? Je commence avec vous, Émilie, Nicolas. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est pas dans mes habitudes de défendre les grands millionnaires de ce monde. Et je pense que, de manière générale, dans les médias, on a eu, depuis quelques mois, quelques années, des sorties de gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont devenus des personnalités publiques. Je pense qu'il faut faire attention à ce phénomène-là de manière générale. Ça ne veut pas dire que, sur le fond, la question que, nécessairement, le milieu des affaires va être impacté par les décisions qui sont prises au niveau des travailleurs temporaires. Sur ce fond-là, je pense que l'argument de M. Lufty mérite d'être entendu. Je pense qu'il y aurait eu moyen de faire une sortie, disons, du milieu des affaires peut-être plus concertée, moins autour de la personnalité d'un seul homme, qui teinte un peu le message. Mais je pense que c'est un cri du cœur qui, si il résonne avec d'autres personnes, c'est parce qu'on vient de toucher à quelque chose. Oui, M. Lotfi a donné une entrevue à la presse à Gérald il y a quelques semaines et il va redonner une. Lui a fait sa sortie puis il continue. Mais José Legault, comment vous recevez ça, le fait que, selon lui, c'est trop contraignant? Les règles sont trop contraignantes. Mm-hmm. Bien, écoutez, le problème avec la sortie de M. Lotfi, c'est qu'il soulève tellement d'éléments en même temps. C'est ça. Tout en qualifiant le gouvernement Legault de gouvernement de gauche. Excusez, là, la dernière fois que j'ai regardé, c'était pas tout à fait le cas, même qu'on assiste tout à fait à l'opposé, encore plus ces temps-ci. Je pense qu'il faut sectionner sa sortie. Il y a tellement de sujets, là. C'est sûr que sur la question des travailleurs temporaires, je suis d'accord avec Émilie. Écoutez, c'est une chatte qui perdrait ses petits. Là. On n'est plus capable de suivre le gouvernement Legault là-dedans. On ne sait plus s'il en veut plus, s'il en veut moins, dans quelle section, dans quelle région, etc. On nous parle de la capacité d'accueil, mais on ne la documente jamais. Mais sur la question linguistique, par exemple, ça, écoutez, même à l'époque de l'adoption de la loi 101, c'était toujours dramatique. Oh non, vous en demandez trop, on ne peut pas imposer ceci, cela. Alors, il y a trop de sujets dans ça, là. Okay. Je pense que M. Lotfi devrait, et avec d'autres aussi, vraiment cibler là, ce qui le préoccupe le plus et non pas diluer son message comme ça dans autant de directions disparates. Là. En tout cas, un élément qui le préoccupe beaucoup, manifestement, c'est le tiers de ces cadres qui ne sont pas sûrs de pouvoir rester au Québec parce qu'ils ne parlent pas français. Christian Dufault. Ben, coudonc, ils veulent tous s'en aller. Kim Thuy veut s'en aller à gauche, puis lui, il veut s'en aller à droite. Ils veulent quitter le Québec. Bon, je fais une blague. Je pense que ce qu'il a dit, ça représente l'opinion de beaucoup de grands entrepreneurs au Québec, quelque part. Bon, il a fait référence aux Français, en disant que c'était bien beau le français, là, mais qu'à un moment donné, ça pouvait nuire à des gens comme lui. Ça fait ressentir à quel point l'immigration, c'est un sujet nécessaire.
Il y a une vulnérabilité identitaire et linguistique en ce qui a trait à l'immigration, mais il n'y a pas juste ça. Hein. Il y a aussi le fait qu'à cause de l'effondrement du taux de natalité, on manque beaucoup de main-d'œuvre, on a besoin de compétences, tout ça. Mais moi, ce que j'ai retenu dans ce qu'il a dit, parce que c'est un gars intelligent, c'est un gars nuancé, il a même proposé une solution à la fin. Hein. Moi, tu disais, au fond, ce que je propose, c'est qu'on ajuste les normes, en fait, au pourcentage d'affaires qui est réalisé par ces gens-là au Québec. C'est moi les normes qui contestaient que l'efficacité du système public québécois dans ce domaine-là. Puis je trouve qu'il touche à quelque chose de fondamental, le modèle québécois, notre fameux modèle québécois, qui est devenu en bonne partie dysfonctionnel, d'après ce que je comprends. Okay. Il veut de la souplesse. Non, c'est ça, c'est là-dessus qu'il a mis le doigt. Moi, ça m'a frappé. J'ai relu là, ces trucs, j'ai regardé ces déclarations. Il y a des normes, il va toujours avoir des normes. On est au Québec, le français, c'est important. Il y a un tas de choses qu'il faut considérer. Mais ce sur quoi il a mis le doigt, c'est que c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop inefficace. Quelque part, ça ne marche pas. OK. Troisième sujet. L'écriture inclusive. On va écouter... d'abord, on vous a montré le tableau plus tôt en première partie d'émission. Interdiction de mots non binaires dans les communications de l'État québécois. Yel, tous, salut, mix, frère, etc. On va écouter M. Roberge et on revient. La grammaire de base, le bon vieux gréviste, c'est déjà compliqué. S'il faut en plus qu'au lieu de mettre celle et ceux, on écrive celleux, ou ceuses qui sont arrivés, .e, .s, sont contents, .es, ça fonctionne plus. Mais ça va amener, je vous dirais, une uniformité, une cohérence dans les communications gouvernementales. Christian Dufour. Bien, c'est le retour du bon sens, je trouve, parce qu'il y a eu un gros dérapage idéologique et élitiste dans ce domaine-là, parce que ce langage-là, moi, je trouve qu'il y a une fumisterie quelque part. Ça ne favorise pas l'égalité, hein, c'est un maquillage, en fait, de l'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme, c'est quelque chose de fondamental, et je pense que c'est le gros bon sens, en fait, qui est rappelé. Ça va faire plaisir à beaucoup de Québécois, cette déclaration-là, parce qu'on sentait un dérapage. Puis rappelons qu'on parle quand même des communications des gens du secteur public et parapublic avec la population. Donc, bravo, c'était le temps. Ils ont donné un exemple, est-ce que j'ai l'exemple? Ils ont donné un exemple de communication dans une école, puis on dit ça, on ne voudra plus ça, on va le voir à l'écran. Un autre point. L'enfant, si elle n'est pas avec l'enseignante souhaitée. Et à une époque où on a beaucoup de difficultés à enseigner le français écrit aux jeunes générations, c'est une tragédie. À quel point les jeunes générations, puis je ne conteste pas leur intelligence, là, à quel point la maîtrise du français écrit est déficiente. Ajoutez en plus cette aberration-là qui est très idéologique, qui est très élitiste. Bravo. Oui. Émilie Nicolas. À la base, si on connaît l'histoire de la langue française, on sait que de base, il y avait un aspect très épicène. Il y a toujours eu des pronoms neutres en français. Alors, on, c'est déjà un pronom neutre en français. Donc, ça a toujours existé. Puis, il y a eu des décisions idéologiques qui ont été prises par l'Académie française, 17e, 18e siècle, pour rendre la langue genrée comme elle est aujourd'hui. Donc, la langue, elle est vivante, elle est le reflet de la société. Quand la société évolue, le français évolue avec elle. Lorsqu'il y a des coups d'évolution de la société, ça peut donner des moments où il y a des maladresses ou des questionnements ou des réactions au changement. Dans les guides d'écriture inclusive, vous allez toujours trouver aussi des recommandations qui permettent juste d'éviter les formules genrées de base. Et ça permet évidemment de ne pas avoir le genre de phrase que vous mettez de l'avant. C'est sûr que les détracteurs de l'écriture inclusive vont toujours mettre de l'avant les exemples qui sont les plus lourds visuellement pour en faire une caricature. Et ça montre des résistances qui sont, elles aussi, très idéologiques. Donc, le terrain de la langue, ça va toujours être un terrain de symbolique, en fait, d'essayer de refléter la société. Puis ce qui se passe, c'est que le gouvernement Legault veut être plus conservateur sur un ensemble de dossiers. Puis c'est une manière pour lui de s'en prendre aux gens qui ont voulu simplement visibiliser les femmes et les personnes non-binaires dans la langue française. C'est une manière de leur dire, de les réinvisibiliser dans la manière d'écrire du gouvernement. C'est ça que José, après, parce qu'il me reste peu de temps, Christian, José. Oui, bien, M. Robert, je ne veux pas du mot Yel, mais le Robert en veut, puisqu'il est dans le Robert depuis 2021.
Écoutez, moi, au début des années 80, j'étais à l'UQAM au bac et il y avait un énorme débat sur la féminisation des termes, mais aussi sur l'ajout de la lettre E en parenthèse pour féminiser après un mot le fait que ça pourrait être aussi des femmes. Et ça criait à l'époque là, au complot féministe. Féministe étant dit, évidemment, dans ce contexte-là, de manière tout à fait péjorative. Donc, oui, en effet, il y a toujours des éléments idéologiques, mais c'est sûr que ce qui est trop lourd, c'est de trop, mais moi, je remarque que le gouvernement a utilisé un décret, a coulé ça dans les médias. Ça me semble être plus une opération politique qu'autre chose. Mais là, on parle quand même, je m'excuse, mais d'une grosse dérive. Là. Tout le monde est pour l'égalité des sexes, puis l'Office de la langue française a suggéré des façons élégantes et très efficaces d'assurer que la place des femmes au Québec en 2015 soit représentée. On n'est pas dans la négation de l'égalité des sexes du tout. Moi, je suis dans la pause qui doit arriver. Je l'ai fait 2 fois cette semaine, je me suis fait chicaner. Et Josée Legault, Émilie Nicolas, Christian Dufour, à très bientôt. Au plaisir, merci. Bonne soirée.